sont discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. Est-ce que c'est vrai au moins de dire que le racisme anti-blanc tue? Ça peut exister, bien sûr. Mais ça tue. Donc les agressions contre les blancs, c'est excusable. Pourquoi? Parce que c'est minoritaire. Ça n'est pas majoritaire. Du moins, source t'inquiète. Allez, second extrait de notre amie Queen Sarah Knafo qui brise les grandes gueules et les termine au sol. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de son 1v4 dans les grandes gueules. Elle s'est faite notamment Consigny qui s'est retrouvée consignée, le con qui persiste et signe, assigné à résidence. Elle s'est également payée Vanessa, alors Vanessa de son vrai nom Flora, Vanessa la vraie patriote autoproclamée sans qu'elle ne nous dise jamais ce qu'est un vrai patriote. Et aujourd'hui, comme c'était des extraits très denses, tiens d'ailleurs là lui tire la langue à Vanessa, je t'ai bien eu, eh bien on va parler cette fois d'un autre extrait où il s'agit de l'insécurité en France. Et là les amis, on va affiner ensemble notre analyse et on va voir très précisément comment est-ce qu'elle s'y prend pour nous convaincre, comment est-ce que ça se fait que la France, le pays français n'est plus un pays sûr, selon elle, bien évidemment. Pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc, si ça existe, comment elle fait pour troncher Truchot qui dit explicitement que non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Eh bien, trêve de bavardage, les amis, analysons ensemble le storytelling de ces gens, quelle sombre affaire se cache derrière tout ça, et comme d'habitude, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc Sarah était revenue sur cette affaire, vous savez, du rabbin qui s'est fait agresser devant son fils, ce qui est évidemment malheureux, et vous allez voir comment est-ce qu'elle va l'utiliser comme tremplin, comme porte d'entrée pour parler de l'insécurité en général. Une reconquête, Sarah Knafo. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour. La France n'est plus un pays sûr pour les Juifs? Non, Direct. La France n'est plus un pays sûr pour les Juifs. Je pense que ça fait déjà longtemps qu'on le sait. Quand on est de confession juive et qu'on vit en France, on peut se faire agresser à tout moment. Vous avez vu comme moi les images atroces de ce rabbin agressé aux côtés de son fils. Lui, il peut pas cacher qu'il est juif, ça se voit puisqu'il est rabbin. Donc il est dans la rue, il marche dans la rue et il se fait agresser uniquement pour ça. Donc non, la France n'est plus un pays sûr pour les Juifs, mais je tiens à dire qu'en fait, la France n'est plus un pays sûr pour tous les Français. Aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'on est en danger quand on est en France. Il y a une scène qui m'a marquée dans le livre de Houellebecq. C'est une amie du personnage principal, dans le Soumission. Une amie du personnage principal qui dit qu'elle va partir vivre à Tel Aviv. Et le personnage principal lui répond: c'est triste parce que pour nous, les autres Français, on n'a pas de PIB. On n'a pas de plan B. On saura pas où aller si ça va mal. Et quand je vois tous les Français, vous savez, par exemple, des sociologues comme Guy Louis en ont parlé, ces Français qui ont quitté les banlieues. Moi, j'ai grandi en banlieue, je sais ce que c'est d'avoir dû fuir parfois les banlieues, qui ont quitté les banlieues pour aller vivre dans la France périphérique en se disant, au moins là-bas, on sera en sécurité. Donc là, vous voyez, en fait, lui, il est pas bien. Il est pas bien. Pourquoi Truchot n'est pas bien? Je crois que c'est Truchot. Dites-moi, confirmez-moi. Mais parce qu'il sait très exactement ce qu'elle fait. Elle fait ce que l'on appelle des implants. Elle sème des petites graines comme ça pour ensuite mieux l'attaquer par derrière. Tout d'abord, elle donne cet exemple de Houellebecq où elle dit, effectivement que les Français, s'ils veulent partir, ils n'ont pas de PIB. Alors, effectivement, en France, on n'a pas de PIB tout court, mais on n'a pas de pays plan B non plus. Donc, elle cite ça chez Houellebecq. Elle utilise l'agression du rabbin comme tremplin pour parler de l'insécurité en général. Et au final, elle utilise, vous l'avez vu, ce que l'on appelle le storytelling de la Hesse pour se légitimer. Moi, j'ai grandi en banlieue et là, justement, ça va nous préparer à son histoire plus tard, vous allez voir. Mais en tout cas, Truchot, si tel est son nom, n'est pas bien. Là, il commence à avoir des petites gouttes de sueur et il a bien raison pour la suite. Et maintenant, les amis, donc phase 2 de l'attaque. Notre ami va parler du racisme anti-blanc et là, rien ne va plus et vous allez voir ce qui va se produire. Parler justement de Crépol, il y a un livre qui fait beaucoup parler, co-signé notamment par notre confrère Jean-Michel Decugis du Parisien, et qui remet en cause à Crépol la thèse du racisme anti-blanc. Ils estiment que les jeunes qui sont arrivés dans cette soirée, dans ce bal, avec des couteaux, c'était plus pour couper le shit, si j'ai bien compris, et pas spécialement pour s'en prendre à d'autres personnes. En tout cas, il n'est pas démontré aujourd'hui qu'il y avait une volonté de s'en prendre à des blancs parce qu'ils étaient blancs. Ça fait beaucoup réagir la famille, la mère de Romans-sur-Isère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce livre est une honte. L'attitude des auteurs est honteuse. Cette victimisation qu'ils utilisent aujourd'hui en disant que ce sont eux qui sont menacés, etc. Sincèrement, leur attitude est honteuse. Leur livre est honteux, je l'ai lu. Quand on entend salguer, ça veut dire blanc en arabe, quand on entend salguer dans des vidéos, quand on a vu dans les procès-verbaux qui avaient été cachés, qu'il y avait eu ces insultes, et donc ce racisme anti-blanc, quand on entend même la porte-parole du gouvernement, Mme Sophie Primas, qui reconnaît le racisme anti-blanc, quand on entend Bruno Retailleau qui reconnaît le racisme anti-blanc, Gérald Darmanin aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est un fait. Il n'est pas majoritaire dans ce pays. Il peut exister, mais on peut pas dire qu'il est majoritaire. Alors là, écoutez bien, là il y a une tentative d'euphémisation de notre ami Truchot, c'est-à-dire le roussisme anti-blanc n'est pas majoritaire, donc ça va quoi. Donc les attentats à Crépol, ça va, donc salguer c'est
c'est excusable. Donc les agressions contre les blancs, c'est excusable. Pourquoi? Parce que c'est minoritaire, ça n'est pas majoritaire, du moins source t'inquiète. Et comme ça n'est pas majoritaire selon lui, ça a moins de légitimité, il y a une hiérarchisation des agressions et de l'agressivité, et donc le roussisme anti-blanc, c'est en dessous de toutes les autres formes de roussisme, hein, selon lui. Donc on est dans ce narratif-là, le narratif d'une hiérarchisation des races, au final. Alors est-ce que ce serait pas du roussisme positif? Eh ben dites-moi en commentaire. Les blancs sont discriminés dans ce pays, c'est faux de le dire. Est-ce que c'est vrai au moins de Factuellement. dire que le racisme anti-blanc tue? Bah ça peut exister, bien sûr. Mais Ça tue. Le racisme Oui, mais anti-blanc tue. quand vous en parlez, on a l'impression que c'est le Vous problème savez, quand numéro un en France. on a beaucoup parlé de racisme depuis les années 80 en France, et pourtant le racisme n'était pas majoritaire. Il n'y a pas besoin qu'un phénomène soit majoritaire pour exister. Quand on a aujourd'hui des gens qui... Voilà, c'est parce que lui, il essaye de retirer la légitimité, manifestement, de ce genre de roussisme, en disant qu'il est minoritaire, et Sarah Knafo, bien heureusement, fort heureusement, remet les choses en place. Elle applique un recadrage en disant, il n'y a pas besoin qu'il soit majoritaire pour qu'il existe. Il existe, c'est tout, et donc Truchot, tu es obligé, je suis désolé de le reconnaître. Et seconde petite technique très subtile, on l'a dit dans la vidéo d'hier, le oui et le non, c'est organique chez l'adversaire. Plus il dira non, plus il aura envie de dire non. Et si vous arrivez à arracher de sa bouche des oui, eh bien petit oui par petit oui, au final, il finira par vous rejoindre, et c'est ce qu'a tenté Sarah en lui disant, en faisant un pas vers lui, en faisant des concessions et en lui demandant est-ce que vous êtes au moins d'accord que ça existe, qu'il y a eu ça, et là il est obligé de dire oui, et de oui en oui, peut-être qu'il aurait été d'accord avec elle. Et donc bravo Sarah, là encore elle prouve que c'est une rhétrice qui sait ce qu'elle fait. Parce qu'ils sont blancs, on peut considérer que le phénomène existe et le reconnaître. Quand on voit malheureusement qu'aujourd'hui, devant la justice, on ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme une circonstance aggravante, ça c'est un scandale. Pourtant c'est un fait qui existe, et j'aimerais juste raconter une toute petite histoire. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe. Et elle a en face d'elle 2 jeunes qui parlent en arabe et qui disent « Celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va. » Elle comprend ce qu'ils disent, alors qu'ils parlent en arabe, et elle leur répond en arabe « Mais vous n'avez pas honte ?» Et là, ces 2 jeunes garçons se mettent à genoux devant elle, lui embrassent les mains et lui disent « Oh, pardon madame, on savait pas que vous étiez notre tante, on croyait que vous étiez une Française. » Alors là, je la trouve particulièrement forte parce que n'est-ce pas Nicolas 30 ans, n'est-ce pas Jean-Kévin, que quand elle était en train de parler, tu as imaginé la scène dans ta tête? Eh bien oui, c'est normal, cela s'appelle une diégèse. Et qui maîtrise la diégèse dans son discours maîtrise le débat, parce que c'est une source intarissable d'émotion. Et là, on a vu l'émotion, on a senti l'injustice et l'indignité de ces 2 odieux personnages qui ont vu une pauvre mamie et qui ont dit celle-là on va se la faire. Et ensuite plot twist dans son storytelling, dans je vais vous raconter une petite histoire, finalement c'était leur tante. Non, c'est pas vrai, même si on a dit que c'était vraiment très inquiétant qu'ils l'appellent leur tante, genre ça faisait un espèce d'arbre généalogique en cercle, n'est-ce pas? Mais en tout cas, à quoi sert le plot twist de cette histoire? À quoi sert son débat moral? Eh bien à venir soutenir la thèse principale de Sarah, justement, que le roussisme anti-blanc existe. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu la raqueter? Parce que elle est blanche selon elle, et donc cela valide complètement ce qu'elle dit. Et qu'est-ce que peut dire Truchot face à ça? Eh ben rien, parce que lui il n'a pas d'histoire personnelle vraie et authentique pour venir contrecarrer celle-ci. Donc là il est en sueur pour l'instant face à l'épreuve du réel, jusqu'à ce qu'il raconte une histoire. Ça c'est le racisme anti-français. Ça existe dans notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se font agresser, parfois violenter, parfois même pire, juste parce qu'ils ont le malheur de ne pas appartenir à la bonne religion. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale. Jean-Loup Bonamy. Alors, je vous remercie pour ces... Effectivement. Là, en fait, vous voyez, elle a prouvé par A plus B, enfin, dans son narratif, après, dites-moi si vous êtes d'accord ou en désaccord avec Sarah, elle vient de prouver sur le plateau que le roussisme anti-blanc existe. Pourquoi? Parce que ceci est donc cela. Elle raconte une histoire pour faire un appel à l'émotion, pour faire vibrer en nous quelque chose de très humain, qui est l'histoire, la sensibilité aux histoires. Je le dis toujours, intégrer des histoires dans votre récit, dans votre débat, pour le rendre plus authentique. Et ensuite, à l'épreuve du réel, en comparant le comportement de sa cible, des gens du nord, du sud, elle a prouvé d'abord par les émotions et ensuite par la raison sa thèse, que les Français, et les Juifs français aussi, donc ne sont même plus les bienvenus dans leur propre pays. Et pour ça, Sarah, bravo, c'était une excellente stratégie, donc elle a démonté le premier gladiateur et donc le second qui va venir, parce
qu'elle est encore pleine Jean d'énergie. Benamy. Vous ne créez pas, finalement, est-ce que vous ne renforcez pas le communautarisme musulman en étant aussi monolithique et aussi obsessionnel dans votre approche de l'islam? Alors, est-ce que c'est Éric Zemmour qui a nommé Rima Hassan sur la liste aux européennes de Mélenchon? Est-ce que c'est C'était Éric... avant, on parle de Est-ce 2022, que c'est Éric Zemmour qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance et pas un mouvement terroriste? Est-ce que c'est Ça, nous qui avons créé le clientélisme abject de la France insoumise aujourd'hui? Je le crois pas. Est-ce que c'est Éric Zemmour qui a provoqué les premières émeutes de banlieue en 2005? C'était lui Mais qui est-ce avait que créé vous ce ne poussez réflexe? pas une partie des musulmans dans les bras de la France insoumise? Alors moi, Est-ce que vous ne renforcez pas pardonnez-moi, le j'ai l'impression que vous arrivez à Alors, avant qu'elle dénivelle son argument, là, vous voyez ce qu'elle vient de dire. Donc, second adversaire, est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas en train de stigmatiser les musulmans en étant monolithiques, de justement leur donner de la visibilité et de renforcer leur communautarisme? Donc là, elle utilise ce que l'on appelle du whataboutisme. Alors, le whataboutisme, en fait, vous détournez l'attention vers les travers de votre adversaire. Ah oui, Macron, tu me reproches de piquer dans les caisses de l'État, tu me reproches de dilapider l'argent public, l'argent des Français, mais est-ce qu'on parle de Gérard Larcher qui prend 3 petits déjeuners et qui casse des chaises, et c'est les Français qui doivent payer sa nouvelle petite chaise à table? Donc ici, ce qu'elle fait, Sarah, c'est qu'elle rééquilibre la balance de la culpabilité en montrant que, en parlant de ce communautarisme, de ce renforcement de communautarisme des musulmans, eh bien, les principaux responsables, ce ne serait pas elle, mais whataboutisme, en disant, est-ce que ça serait pas Rima Hassan qui disait que le Hamas c'était totalement légitime? Est-ce que c'est pas elle qui a refusé par son vote de libérer Walem Sansal? Est-ce que c'est pas LFI qui a essayé de ratifier un texte pour dire que l'appel au terrorisme finalement c'est ok, c'est cool, avec évidemment un narratif claqué au sol pour dire oui mais c'est pas grave, les gens droit d'expression, etc. Voilà, vous pointez du doigt l'ennemi et ses travers dans ce même domaine que l'on vous reproche. l'ultime stade de la haine de soi. C'est-à-dire Pas que du tout. même... Les gens qui sont même, ici oui. peuvent témoigner Même- que... C'est la mauvaise en tout cas- personne en à tout qui cas, dire ça. En tout cas, cette question... Voilà, je ne suis vraiment pas le bon client pour ça. En tout cas, je cherche pas du tout de Qui, lui client. En tout cas, cette question, à mon sens, vise à pardonner ce qui se passe Pas du tout. dans nos banlieues, Je en le disant, dénonce en chaque disant semaine sur ce plateau. finalement, ce serait peut-être ceux qui les combattent qui en sont les auteurs. Moi, je trouve ça, pardonnez-moi, prendre le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été lucides sur cette question. Et je parle pas Peut-être des... Locution verbale pour bien illustrer votre propos, bravo Sarah. avant les des autres. émeutes de banlieue, Peut-être là. avant les autres. Alors, J'ai de quoi vous parlez pas accusé. Je parle par exemple. Alors, de quoi l'accusez-vous? Alors, par exemple, Sois de plus simple. renforcer l'idée. En fait, moi, je pense que ce qu'on appelle la communauté musulmane en France est de fait extrêmement divisée et que l'obsession mise sur l'islam donne une unité et crée un réflexe défensif Bah alors, et pousse dans les bras de Mélenchon. Depuis que je suis sur ce plateau, depuis que je suis sur ce Bon alors, comment est-ce qu'il s'appelle Bellamy, c'est ça? Bon en fait, il lui mâche le travail à Sarah, parce que là, il s'embrouille dans ses idées, c'est-à-dire les musulmans en France, c'est pas trop une communauté, mais finalement, c'est les gens qui en parlent et qui disent qu'il y en a trop, qu'il y en aurait trop en France, qui finalement renforcent l'idée de communauté. Bon écoute, Bellamy, tu es quelqu'un de brave, mais là, je pense que tu vas te faire trucider par Queen Sarah. Alors... plateau, je n'avais pas prononcé le mot islam, mais merci de le Oui, faire. mais Peut-être votre parti en que ça vient de vous. Je réponds. Depuis que je suis sur ce plateau, je n'avais pas prononcé le mot islam, mais merci de l'avouer. Donc là, elle fait de la maïeutique implicite. Alors ça, bravo Sarah, c'est très fort. C'est-à-dire que Sarah vient de faire accoucher Bellamy de ses propres idées. Alors, idées présupposées, évidemment, certainement, qui ne voulait pas dire ça, mais il est pris au piège là. C'est un petit peu comme si vous disiez pendant un débat en famille, oui, moi je crois qu'il faudrait vraiment virer toutes les racailles de France, et qu'il y a un membre de votre famille, un petit peu de type chinchilla cardiaque, qui dit quoi, mais tu es islamophobe, et donc, là vous pouvez lui répondre, et donc tu crois que toutes les racailles sont musulmanes, et là, eh ben, il est pris au piège puisqu'il vient d'accoucher de cette idée de lui-même par lapsus révélateur. Donc bah bravo Sarah, là je crois qu'elle a éteint, elle a terminé au sol ses deux adversaires sur cette question, sur cette idée, hein. Vous vous rappelez, si vous voulez aller voir l'autre vidéo d'hier avec notre amie Vanessa qui s'est auto-octroyé le titre de grand dépositaire du patriotisme en France, pendant que les autres grandes gueules ont la petite suée là sur le front pendant que Queen Sarah parle, eh bien dites-moi en tout cas ce que vous pensez de sa performance, des performances des grandes gueules aussi, et je te rappelle que si toi aussi tu as un message noble à faire passer, des idées à transmettre, une expertise à transmettre mais que les gens ne t'écoutent pas ou qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent ces idées, eh bien si tu ne sais pas comment t'y prendre, d'autres le feront à ta place, eux ils le feront à ta place, ils occuperont le devant de la scène tels des petits amateurs bruyants et ils diront des inepties. Il y a comme d'habitude la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire, c'est totalement gratuit. Elle te permettra
de commencer le travail, d'apprendre à te faire comprendre et d'augmenter ton impact sur le monde. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, petit bonus, vous savez, ici on dresse un portefeuille Afuera, c'est vous qui avez choisi, avec ce sondage, vous avez choisi le nom du portefeuille, c'est un portefeuille qui va nous permettre de prouver au nez et à la barbe du monde et à tous ceux qui pensent que le système français, le système de répartition des retraites est un système absolument infaillible, alors que non, c'est un putain de Ponzi légal. Et bien ce portefeuille va nous permettre de le battre à plat de couture, et si vous faites pareil, et bien de partir à la retraite avec 10 fois plus, 100 fois plus, même 1000 fois plus que si vous comptiez sur Manu et ses sbires. Et donc aujourd'hui, 5e alimentation, on va continuer d'alimenter le portefeuille Afuera de la chaîne C'est un signe, et on va mettre un petit billet dans un ETF bon père de famille. Il s'agit du non moins célèbre SP500. Ceci n'est pas un conseil en investissement, on va tabler sur un ETF qui est cumulatif, c'est-à-dire que les dividendes seront directement cumulés sur l'ETF. On est aujourd'hui, les amis, comme vous le voyez, en légère plus-value parce que les marchés remontent, mais nous, on s'en fout, de toute façon, on vise le long terme. Et donc nous allons passer un ordre à cours limité à près de 101,74, c'est l'ordre du jour, et on va valider comme ça. Et je confirme l'ordre, et voilà, c'est passé. Et n'oublie pas, toi aussi, Nicolas 30 ans, que si tu en as marre de te faire ponctionner par les parasites du haut qui amènent ensuite les parasites du bas et qui font que tu es pris en sandwich dans Sovietland à Gauchotopia, chaque ordre passé sur un portefeuille Afuera comme celui-ci, chaque euro gagné et investi, c'est 1 euro qui n'ira pas dans la poche d'Éric Lombard, c'est 1 euro qui n'ira pas dans le énième fauteuil de Gérard Larcher et de son 4e ou 5e petit déjeuner, c'est 1 euro qui n'ira plus dans le jet ski de Manu et dans les perruques de Jean-Michel, et c'est au contraire 1 euro qui fructifiera sur le long terme et qui lui seul, par capitalisation et non pas par ce Ponzi de merde qu'est la répartition, te permettra de devenir réellement libre, et crois-moi, bien avant la retraite à 64 ans ou même 70, ou quand tu seras à la retraite à 120 ans, parce qu'à 120 ans, comme dirait l'autre, on est encore très en forme. Et bien sûr, à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.